Bienvenue, chers auditeurs, dans ce 5e épisode de Néon et Opale, une campagne originale écrite par Jericho et utilisant les règles et l'univers de Cult Divinité Perdue. Bien que cet épisode introduise un nouveau personnage, nous vous recommandons d'écouter l'intégralité des épisodes précédents avant de vous lancer dans votre lecture, afin de mieux comprendre les enjeux de notre histoire. Cette dernière est une histoire d'horreur, mêlant souffrance physique et psychologique et des sujets matures. Violence policière, santé mentale, trafic humain, usage de drogue sont des occurrences courantes de cette aventure. Nous vous recommandons comme toujours de stopper votre écoute si ces thèmes sont de trop pour vous. 6 mois auparavant, Mallory Baron était une brillante inspectrice au sein de la brigade des stupéfiants. C'était avant qu'un événement traumatisant ne change sa vie à tout jamais. Mise à l'arrêt, forcée de suivre une évaluation psychologique, les derniers mois de sa vie ont été un cauchemar réveillé, entrecoupé de visions et événements incompréhensibles qui perturbent son quotidien. Mallory sait que ce qu'elle a vécu est une réalité, mais sans aucune preuve de ce qu'elle avance, elle ne peut que douter d'elle-même, tout en redoutant que sa psyché brisée ne lui échappe pour toujours. Aujourd'hui cependant, l'horreur de ce qui lui est arrivé 6 mois auparavant va entrer en collision directe avec son quotidien, la relançant sur sa quête de vérité. Nous ouvrons notre histoire alors que la pluie tombe sur les carreaux d'une fenêtre. Un déluge écrase Paris de toutes ses forces. Cela faisait plusieurs jours que l'orage menaçait, et comme pour rattraper son retard, la pluie tombe en force depuis ce matin sans s'arrêter. Tu observes la ville, et à cette hauteur Paris te paraît petite et distante. C'est une ville miniature pour des vies miniatures qui sont bouleversées par la violence qui parcourt les rues. Tu te trouves actuellement dans le bureau du docteur Tessier, qui est situé au dernier étage d'un immeuble chic en plein centre-ville. Le ciel de plomb surplombe les rues qui entourent les quais de la Seine, et la pénombre créée par les nuages est déchirée par les enseignes multicolores des boutiques en contrebas. Nous sommes en début d'après-midi, mais l'atmosphère est celle d'une nuit d'hiver. Les murs d'un verre sombre de la pièce découvrent un intérieur bien rangé et confortable. Des bibliothèques emplies d'ouvrages entre des murs séparés par de grandes baies vitrées depuis lesquelles se déverse la lumière pourpre d'une enseigne publicitaire s'étalant sur l'immeuble d'en face. Le docteur est sorti du bureau depuis quelques minutes pour répondre à un appel téléphonique, te laissant seul avec tes pensées. Cela fait quelques mois qu'il te suit, man. Et j'aimerais qu'on commence en te présentant, Mallory. À quoi tu ressembles déjà ? Alors, Mallory, physiquement, est une personne d'1m70 environ pour 50 kg grand maximum. La peau très pâle, très rêche, très ridée alors qu'elle est très jeune. Les joues très rouges, en fait, la peau vraiment travaillée par sa vie mouvementée. Elle a des longs cheveux blonds, mais de paille vraiment très abîmés, toujours en tresse. Elle s'habille avec des vêtements qui sont beaucoup trop grands pour elle. Elle n'a pas de style. C'est quelqu'un qui doit s'habiller parce qu'il faut s'habiller. Et elle ne se sépare jamais de sa parka, qu'elle considère comme une armure, et de sa ceinture en cuir, afin de pouvoir garder son pantalon en place et toujours garder son petit couteau et son flingue à sa ceinture. Tu es en train de terminer une séance de thérapie. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu les suis. J'aimerais savoir ce que tu penses en ce moment. Actuellement, je pense qu'elle est dans un état qui est absolument déplorable parce que ces séances de psy, elle les fait parce qu'elle est obligée de les faire. C'est une contrainte, donc elle y met pas beaucoup du sien parce que elle est persuadée que Monsieur Tessier, Docteur Tessier, ne peut pas l'aider dans ses problèmes. Elle lui a raconté les choses qu'il voulait entendre. Il a un peu vu au-dessus de ça, certes, mais ils n'ont jamais vraiment touché à quelque chose en particulier qui pourrait réellement aider Mallory. Donc là, le sentiment principal, je pense que c'est un peu de lassitude, un peu de fatigue, et surtout de la grosse contrainte. Donc elle est dans un état où elle est là, mais elle en a pas envie, quoi. C'est pas qu'elle a mauvaise opinion de lui parce qu'elle pense pas que ce soit quelqu'un de malveillant, de méchant ou d'incapable. Elle trouve sa compagnie même plutôt agréable alors que c'était pas vraiment ce pourquoi elle y allait à la base. Mais en fait, elle a pas vraiment foi en sa profession, donc elle a pas une mauvaise image de lui en tout cas. C'est assez banal. Elle se pose pas plus de questions sur cette personne-là, quoi. Pendant que la pluie est en train de tomber à l'extérieur et que tu as toutes ces pensées, tu as le docteur Tessier qui revient à l'intérieur de son bureau. Il était un petit peu plus loin, certainement dans le couloir qui y est attenant. C'est un homme qui doit avoir entre 30 et 35 ans. Plutôt en bonne forme physique, il a l'air de prendre soin de lui. Toujours habillé très sobrement, là il a un pull noir et un jean. Il est plutôt séduisant en réalité, physiquement. C'est, encore une fois, comme je disais, il prend soin de lui, une mâchoire carrée, les yeux clairs, il a les cheveux courts, châtains. Il porte une paire de lunettes carrées et il prend des notes dans un grand carnet en cuir noir, qui ressemble un petit peu au tien.
un petit peu plus grand. Il s'assied en face de toi sur une chaise de designer. En fait, c'est vraiment quelque chose de super. Son intérieur est vraiment très esthétique, très confortable, assez rassurant. Je pense que c'est quelque chose qui a été complètement fait exprès. Une partie de toi très cynique dirait que c'est vraiment pour te calmer, te mettre dans un environnement qui te relaxe. Il ouvre son carnet, il remet ses lunettes en place. Bon, excusez mon absence, Mallory, je devais impérativement prendre cet appel. En tout cas, je voulais vous féliciter. Parce que je sais que ça peut être difficile pour les patients de suivre leur rendez-vous hebdomadaire. Beaucoup n'ont pas le courage de les suivre jusqu'au bout. Nous avons ensemble beaucoup de chemin à parcourir, mais au vu de nos conversations, je ne doute pas de votre rétablissement prochain. On approche petit à petit de la fin de notre rendez-vous. J'aurais cependant encore quelques questions à vous poser avant de vous libérer si vous êtes d'accord. En premier lieu, nous avions évoqué des absences. Je voulais savoir si vous en aviez eu à nouveau depuis la dernière fois que nous en avions parlé. Si, j'en ai toujours, à répétition, et c'est même... j'ai l'impression que c'est en train d'augmenter, quoi. Sachez qu'il n'est pas rare pour des personnes qui ont subi des événements tragiques comme vous avez pu en vivre, de vivre des occurrences traumatiques comme celles que vous êtes en train de vivre actuellement. Et les absences, les cauchemars, les paralysies nocturnes sont des événements qui sont naturels dans votre cas, qui certes sont difficiles à vivre, mais qu'il vous faut accepter. Je comprends que ce soit difficile, Mallory, mais il n'y a qu'en acceptant ce qui vous est arrivé et en acceptant les conséquences que nous pourrons avancer ensemble. Mais j'ai parfaitement accepté ce qui m'était arrivé, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que je sais exactement ce qui s'est passé, je sais exactement ce qui m'est arrivé, j'ai juste besoin que quelqu'un me croie et qu'on arrête de me prendre pour une folle. Personne ne vous traite de folle, Mallory. Certainement pas moi, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon métier. Votre vision, ce que vous avez vu, c'est valable. Et en tant que votre médecin et que consultant de la police, je suis votre allié, je vous crois. Votre expérience est valide. Mais je dois souligner le fait que les conséquences de ce qui est arrivé, ces absences, vos angoisses, tout cela est parfaitement naturel. Décrivez-moi une des dernières absences que vous avez eues, par exemple. En fait, c'est toujours dans un quotidien tout à fait banal. Ça arrive beaucoup plus souvent la nuit, c'est-à-dire que je m'allonge dans mon lit et j'arrive pas à dormir comme d'habitude. Et si j'ai le malheur de fermer les yeux un peu plus de 3 minutes, en fait, je me réveille le lendemain matin, debout dans ma cuisine, quoi. Et je ne me rappelle de rien, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien. Donc c'est parasomnie, ça ressemble beaucoup à du somnambulisme. Ce n'est pas accompagné de cauchemar. En fait, je sais plus ce qui est cauchemardesque, ce qui est de mon cerveau qui essaye de se rappeler exactement ce qui s'est passé. Je sais plus faire la part des choses. Je sais que je suis pas folle, je sais que j'ai vécu un truc, j'ai des visions et des rappels de ce qui s'est passé qui sont réels, qui sont des faits, parce que je m'en rappelle physiquement. Mais à côté de ça, j'ai plein d'autres images de sons et de sensations que j'arrive pas à expliquer parce que je les comprends pas, mais je sais qu'elles sont liées à ça. Je sais qu'elles sont liées à ce que j'ai vécu. Je sais pas de quoi elles parlent, je sais pas ce qu'elles veulent dire et elles prennent trop de place dans mon cerveau et j'arrive plus à réfléchir. Je ressens à votre écoute un profond agacement et une certaine colère, puisqu'il me semble que vous ne vous sentez pas écouté. Il m'est nécessaire de vous répéter que je vous crois et vous n'êtes pas folle. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Pour ce qui est des événements qui se sont déroulés, moi je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire plus qu'être à votre écoute et vous accompagner dans le chemin qui mènera à votre rétablissement. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre ce qui vous arrive, potentiellement d'en atténuer les effets. Nous avions parlé de vous prescrire des médicaments. Non. Je me suis permis de lire votre dossier en détail. Est-ce que votre volonté de ne pas prendre de médication vient de votre passé ? Un peu, ouais. Est-ce que vous désirez en parler ? Je suis pas là pour parler de mon passé. Mon passé, c'est mon passé, il est réglé, ça ne concerne rien cette enquête. Moi, ce que je veux juste, c'est que vous expliquiez à mes supérieurs que je ne suis pas folle, que je sais exactement ce qui m'est arrivé et que j'ai besoin de retrouver mon poste pour pouvoir enquêter. Et je ne peux pas le faire depuis chez moi. J'ai besoin des ressources de la police. Je ne suis pas là pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un super policier qui veut vous empêcher de faire votre travail. Je suis là pour vous aider. Au vu des progrès que vous avez accomplis depuis votre mise à pied, il n'est pas impossible que vous repreniez votre poste. Je ne peux pas vous forcer à prendre des médicaments, mais
Sachez que la possibilité existe. Ça peut vous aider à dormir et à vous reposer plus. Ce sont des options, ce ne sont que des options. Sachez que si vous changez d'avis, la porte est ouverte. En l'occurrence, je ne vais rien vous prescrire du tout. Mais je vous recommanderais toutefois de prendre contact avec certains de vos proches, d'essayer de vous réinvestir dans une vie sociale, dans une vie émotionnelle qui vous permettrait de reprendre pied dans la réalité. Je n'ai pas osé aborder le sujet, nous en avions parlé vaguement, mais avez-vous eu des nouvelles de votre frère récemment? Non, il m'évite comme la peste. Parce qu'il est persuadé que j'ai fini comme mes parents, complètement accro, donc... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait judicieux de le contacter pour peut-être crever cet abcès? J'ai déjà essayé. Je lui envoie des messages tous les matins. Il me répond jamais. Dès que je vais chez Emmanuel, il est pas là. Il veut plus me voir. Et je le comprends, hein. Pourquoi vous le comprenez, Mallory? Parce que je suis en train de devenir son pire cauchemar. Je suis en train de devenir le fantôme de nos parents qui l'ont maltraité, battu, rendu malade avec toutes les drogues qu'il y avait dans cet appartement miteux. Je suis en train de lui faire revivre ce pire cauchemar. Donc, je peux pas lui en vouloir. Dès que je lui donne des explications, ça sonne comme des justifications, donc ça n'a aucun sens. Mais est-ce que vous en voulez personnellement? J'aurais pu faire plus attention. Mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, tout ce que je veux, c'est trouver le mec qui m'a fait ça, savoir ce qui s'est passé, pourquoi j'arrive plus à dormir, pourquoi je vois des trucs, qu'est-ce qu'ils ont foutu dans mon corps. C'est tout ce que je veux. Mallory, vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé. Peut-être que vous estimez les sentiments de Oscar justifiables, mais vous n'êtes en rien responsable de ce qui a pu se passer. Je trouve ça très bien que vous essayiez de garder contact avec lui et de communiquer avec lui. Je trouve ça remarquable que vous ayez gardé contact avec Madame Blin. Mais je vous encourage à redoubler dans vos efforts et à essayer d'établir une fondation solide. Si vous devez reprendre le travail, j'estime qu'il est nécessaire que vous soyez encadré émotionnellement. Pas seulement par un thérapeute comme moi, mais aussi par vos proches. Je suis pas votre ennemi, Mallory, je sais ni votre ami, je suis simplement un médecin qui fait son travail de médecin. Mon but, ce n'est pas seulement que vous repreniez le travail, ce n'est pas seulement de mettre un tampon sur votre dossier apte à la reprise. Non. Mon but, c'est que vous dépassiez ce traumatisme. Pour cela, il faut que vous compreniez que non, vous n'êtes pas folle, je ne vous prends pas pour une folle. Les gens qui vous ont traité de folle ou qui ne vous croient pas sont aussi responsables que celui qui vous a fait subir cela, du mal-être dans lequel vous vous trouvez. Il ne faut pas que vous invalidiez ce qui vous arrive. Il faut que vous essayiez de le comprendre et de l'accepter. Ce que vous appelez des visions, vos parasomnies, elles font partie de votre vie. On peut vous rendre la vie plus facile avec des médicaments, mais il faut avant tout que vous vous décidiez à accepter ces événements comme faisant partie de votre existence. Je sais que ce sera un travail difficile, et regarde sa montre, je suis désolé, je ne peux pas vous garder plus longtemps pour en discuter. Sachez que si vous êtes en détresse, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, j'essaierai de vous répondre ou de vous recontacter dans les plus brefs délais. Nous nous retrouverons lundi prochain. Pour la semaine prochaine, j'attends de vous que vous essayiez de recontacter Oscar, peut-être d'établir le dialogue avec lui. Pour ma part, je me prépare de manière assez imminente à vous écrire une lettre de recommandation pour reprendre le travail. Mais soyez honnête avec moi. Le contrat entre un thérapeute et sa patiente, c'est l'honnêteté, comme vous vous en doutez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Marché conclu dans ce cas. Je vais vous demander de me suivre, je vous raccompagne jusqu'à l'entrée. Il te raccompagne devant la porte de son bureau. Prenez soin de vous, Mallory. Il t'ouvre la porte d'entrée qui mène à une cage d'escalier richement décorée qui mène à un ascenseur. Tu prends, j'imagine, cet ascenseur pour sortir de l'immeuble. Pendant que l'ascenseur descend jusqu'au rez-de-chaussée, à quoi tu penses, Mallory? Bah, je pense au fait que c'est pas un petit thérapeute du premier arrondissement qui va m'aider dans ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait, c'est tellement absurde, illogique et insensé que même moi, quand je me suis un peu laissée aller et que j'ai réussi à lui parler un peu honnêtement, en fait, c'était tellement brouillon, c'était tellement complexe que en fait, je me suis auto-persuadée que je savais pas comment exprimer ça, donc que j'avais exprimé ça de manière floue et complètement aléatoire. Ce qui a donc dû renforcer l'idée que je dois avoir des troubles psychologiques qui ne sont pas vrais, hein. Je n'ai pas de troubles psychologiques, je suis juste traumatisée d'une expérience. En fait, j'en ressors avec les mêmes choses que d'habitude, c'est genre bon bah c'est bien, j'ai gratté la surface et puis j'arriverai jamais à creuser assez, quoi. L'ascenseur s'ouvre
sur le d'entrée que tu enjambes à grands pas pour pénétrer dans un Paris couvert par une pluie torrentielle, qui elle-même est déchirée par les lumières des néons des enseignes publicitaires et des restaurants aux alentours. Tu es dans un Paris qui est blindé d'agitation. On est donc toujours en début d'après-midi. T'es entouré de monde, t'as vraiment la sensation d'être personne au milieu de ce brouhaha, de sons, de corps qui te dépassent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je voudrais bien aller chez Emmanuel, mais sans la prévenir que je viens, pour avoir une petite chance que du coup Oscar ne sache pas que je viens de le voir, et en espérant qu'il soit là, quoi. Alors que tu es en train de marcher sous les enseignes lumineuses qui t'éclairent de lumière bleue, violette, rouge, ton portable sonne. Tu regardes le nom sur le téléphone. Tu vois que justement, c'est Emmanuel qui est en train de t'appeler. Je décroche et je l'empêche tout de suite de parler et je lui dis Emmanuel, je suis en route, je vais venir voir Oscar, je t'en supplie, ne lui dis pas que je viens. Faut absolument que je lui parle, donc ne lui dis pas que je viens. Mallory, j'allais justement te proposer de venir, parce que Oscar n'est pas là en ce moment. Je suis infiniment désolé, je voulais te proposer justement de passer prendre un café dans un café pas loin de l'appartement pour qu'on puisse discuter ensemble. Je suis désolé, Pas grave. Écoute, de toute façon, j'aimerais te voir et qu'on discute si c'est possible. Et il se passe un truc grave? C'est au sujet du travail. Ah. Ok. Je préférerais qu'on se voit face à face si... Ouais, carrément. Ok. J'arrive, je t'appelle quand je suis en bas. Ok, super. À très vite, Mallory. Petite déception, j'imagine, pour toi. En fait, elle est lassée parce que ça fait des mois qu'elle le contacte, ça fait des mois que le sentiment de trahison, il est resté chez son frère et qu'elle se sent impuissante, en fait, face à ça. Parce que cette obsession, en fait, juste après l'accident, complètement fait tourner en vrille et du coup, j'ai complètement pété un câble devant Oscar et en fait, Oscar, malheureusement, lui, avec ses expériences et ses traumas, tout ce qu'il en a observé, en fait, chez moi, c'est les mêmes comportements de paranoïa, d'hallucination dû à la drogue, quoi. Parce qu'on m'a retrouvée avec de la drogue dans le corps et j'étais dans une espèce d'obsession complètement folle de lui dire j'en ai pas pris, je te jure. Et en fait, ça ressemble juste à quelqu'un qui se dit merde, j'ai fait une connerie et en fait, faut que je me justifie, quoi. Donc c'est ça que je disais, en fait. C'est que je comprends parfaitement qu'à son jeune âge, avec sa petite naïveté d'adolescent, il puisse se dire ah oui, en fait, vous êtes tous pareils, quoi. Et Oscar, évidemment, c'est quelqu'un dont tu privilégies l'opinion par-dessus tout. Ah bah oui, c'est mon petit frère, c'est l'être cher, unique que je veux protéger à tout prix. C'est la personne que j'aime le plus au monde et dont j'ai le seul intérêt. Je veux dire, j'ai des proches, j'ai des amitiés, j'ai des relations, mais Oscar, c'est toute ma vie. Et j'ai le sentiment de lui devoir énormément parce que de l'enfance qu'on a vécue tous les deux, j'ai ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir été assez là, de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir su le protéger à l'époque, qui fait qu'en grandissant, c'est pas pour rien que je me suis engagée dans la police, que je suis rentrée dans la brigade des stupes, que j'avais cette conviction fervente qu'il fallait éradiquer la drogue pour protéger tous ces innocents comme Oscar l'a été. T'es plongé dans tes pensées, t'es en train de marcher à pas rapides dans les rues, la pluie bat toujours de manière battante sur toi, t'as froid jusqu'aux os. Elle est presque hostile, cette pluie, en fait. C'est presque ce contraste entre le ciel sombre, les ruelles qui sont elles-mêmes sombres et qui reflètent avec l'eau de pluie, la lumière violente des enseignes autour de toi, les devantures de café, le son, tu te sens vraiment oppressé. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu le vois. C'est une silhouette qui est imprimée dans ta mémoire comme au fer rouge, en fait. Longiligne, pâle, le visage anguleux. Cette fois-ci, il n'est pas habillé d'un costume sombre, mais il a un ponceau de pluie noir qui semble couvrir complètement l'intégralité de son corps. Et tu sais que c'est lui. Parce que tu oublierais ce visage nulle part. Tu penses pas qu'il t'ait vu, il est un petit peu plus loin, au milieu d'une foule. Je le vois, je tétanise. Ma pensée bégaye de revoir cette chose
qui pour moi n'est pas humaine, hein. C'est ce que j'avais dit dans mon témoignage, c'est que c'était une chose qui imitait l'homme. Donc je tétanise complètement de revoir cette chose-là, mais si je peux, je veux bien le prendre en filature. Oui, avec grand plaisir. Ouais. Ah super, j'ai fait 4. Tu vois en fait celui que toi et Yann avez appelé au départ entre vous pour rire, le squelette, et ce patronyme lui est resté. Avancer en fait le long d'une place très rapidement. C'est vraiment comme une espèce de prédateur qui se fond dans la foule. Tu as vraiment cette silhouette noire qui semble flotter au milieu des gens. Tu essaies de le suivre. Tu étais tellement concentré en fait sur le squelette, tu n'as pas remarqué qu'en fait il y avait énormément d'agitation sur la place. Et ce n'est que quand tu arrives de la place en question que tu te rends compte qu'il y a un attroupement autour d'une bouche de métro. Et t'entends une voix émerger depuis un petit groupe de personnes qui crient « Mais laissez-les tranquilles, ils ont rien fait, foutez-leur la paix !» C'est une voix de femme qui semble super agitée et bouleversée. Et t'entends une voix masculine lui répondre « Madame, nous avons parfaite raison, mais y en a marre de vos conneries, tous les jours vous arrêtez des gens qui ont rien fait !» « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. » Tu sens qu'il y a vraiment une tension en fait autour de toi que t'avais pas capté jusqu'à présent. Un petit peu plus loin sur ta gauche, t'as cette voix qui a éclaté et tu perds le squelette de vue en fait. Il y a tellement de monde, il y a tellement cette agitation, tu vois que les gens sont en train de s'énerver autour de toi. Sans le vouloir, tu t'es retrouvé au milieu d'une espèce d'altercation que t'avais pas anticipée. Donc du coup, je me retrouve dans cette foule hyper compacte, hyper agitée. Je suis encore dans cette recherche du squelette, donc j'essaye de regarder autour de moi, mais en fait, déjà de 1, j'ai perdu le repère de par où il était passé, de où est-ce que je me suis rendu, dans quel sens j'étais, etc., etc. Donc je cherche, mais en fait, j'y arrive pas, il est parti, donc je peux plus rien faire. Dépité, mais c'est un fait. Je comprends que en fait, il y a une arrestation qui est en cours. J'essaye de me démerder si je peux pour atteindre le noyau et aller observer de près ce qui se passe et au moins savoir pourquoi je me suis fait embrigader là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est pas de la curiosité malsaine, c'est vraiment juste l'esprit de flic de attends, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Tu te feras un chemin dans la foule. Il fait vraiment très très sombre parce que malheureusement, comme on est en début d'après-midi, l'éclairage public n'est pas vraiment fonctionnel, donc mais il fait vraiment, le ciel est noir au-dessus de vous, il pleut à seaux, t'as du mal à voir ce qui se passe, t'entends juste de plus en plus d'invectives autour de toi. Bande d'enculés, mais laissez-les tranquilles! Tu as une voiture de patrouille de police qui est arrêtée devant la bouche de métro, et t'as 3 ou 4 officiers de police qui sont entourés par la foule. Et devant eux, il y a deux adolescents qui ont l'air complètement hagards, qui sont menottes dans le dos, à genoux, avec ces officiers qui sont pour la plupart assez jeunes, qui ont l'air très nerveux, dont un qui est devant et qui en fait est en train de parler donc à la personne que tu avais entendu hurler tout à l'heure, donc une jeune femme dont tu devines pas vraiment le visage parce que complètement dissimulée par une capuche. Vous en avez pas plein le cul d'emmerder les gens comme vous et moi? On est comme vous, putain! J'ai un collègue qui s'est fait buter en pleine rue la nuit dernière, y a personne qui a voulu prendre la plainte, personne! En disant vous êtes débordés mais vous avez le temps d'arrêter des gens pour leur coller des prunes, c'est ça? C'est pour les quotas? Vous nous prenez pour des cons en fait! Et en fait, t'es en train de capter au fur et à mesure que tout autour, la foule est super hargneuse. Comme rarement t'as vu une foule hargneuse. C'est-à-dire que t'as ces 4 flics, ou des collègues à toi, qui sont là au milieu. La tension elle est en train de monter, mais vraiment beaucoup. Le policier qui est le plus en devant qui dit « Madame, calmez-vous, nous ne faisons que notre devoir. On a arrêté ces 2 jeunes gens, on doit les emmener au poste avec nous. Laissez-nous partir, on veut de mal à personne. On est dans le même camp, je sais que c'est un problème en ce moment dans la rue, mais il faut que vous vous calmiez, il faut que vous nous laissiez partir. » Je pense que d'instinct, Mallory, dans un autre contexte que dans lequel elle est actuellement, c'est-à-dire psychologiquement, elle aurait essayé de comprendre ce qui se passait, elle aurait voulu savoir pourquoi ils avaient été arrêtés, elle aurait essayé de calmer cette dame, elle l'aurait rassurée. Mais là, Mallory, elle est plus la flic qu'elle était. Le sentiment de peur-panique qu'elle a constamment fait qu'elle a plus du tout ses instincts bienveillants envers l'innocent et l'anonyme. Je pense qu'elle reste un peu béate devant cette situation. Elle sait qu'il y a des gros soucis en ce moment à cause de la Fajima. Il y a beaucoup de personnes qui la prennent et que
les effets de cette drogue-là, c'est d'être extrêmement violent et d'atteindre un pic d'agression qui est extrême en ce moment à Paris. C'est pas qu'elle fait pas attention, mais c'est horrible ce que je veux dire, mais elle est dans un dédain de l'ordinaire. C'est genre, oui, on en a vu des arrestations comme ça, et on sait que c'est des petits mecs qu'on consommait, et on veut juste savoir à qui ils ont acheté, parce qu'on veut juste savoir d'où vient cette merde, et on veut choper quelqu'un qui soit à peu près haut placé dans la sphère criminelle pour pouvoir les arrêter, quoi. Mais du coup, je pense qu'elle n'intervient pas. En tout cas, de ce qu'elle voit là, elle n'a pas à intervenir. Il y a rien qui la choque. C'est horrible ce que je dis, mais il n'y a rien qui la choque. C'est des collègues qui font une intervention comme ils le font tout le temps. C'est très mal vu par la population, qui est normal parce qu'ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants de ces arrestations. T'interviens pas, mais est-ce que tu t'en vas? Tu fais quelque chose de... Je pense qu'elle s'en va, mais très lentement. Déjà parce qu'elle peut pas juste se barrer vu qu'elle est entourée. Mais elle s'en va en se disant qu'elle devrait peut-être pas partir. Mais elle le fait quand même parce qu'elle est de toute façon impuissante, tu vois. Tu commences à rebrousser chemin en fait pour reprendre ta route. T'as besoin de te concentrer sur ce qui arrive devant toi pour vraiment être dedans. Et du coup, quand tu te retournes, t'avais pas capté à quel point il y a encore plus de monde qui est arrivé. Tu sais pas combien il y a de gens sur cette place maintenant, mais t'es sous la pluie battante. T'as un énorme panneau publicitaire un petit peu plus loin qui éclaire tout de lueurs qui sont passées d'un coup du rouge au bleu, au violet. Et t'as l'impression qu'il y a des dizaines de gens sur cette place. Concrètement, ça devient très compliqué de s'avancer dans la foule. T'entends les gens qui commencent à crier genre « Mais bande d'enculés, on va vous défoncer la gueule !» Et je vais te demander de me faire un jet d'agir sous la pression, s'il te plaît. Oh putain. T'as fait combien? 4. T'es en train de t'avancer dans la foule, t'as du mal à passer, et au bout d'un moment, t'entends un clic de briquet. T'as vraiment l'impression d'être dans le noir parce que t'as vraiment ces corps qui sont tous vêtus de sombres qui t'empêchent de passer. T'as des cris, des hurlements de haine qui commencent à monter. Et tu vois un petit peu plus loin une lueur rougeâtre apparaître dans la foule. Dans les 5 secondes qui suivent, t'as un cocktail Molotov qui vole quasiment au-dessus de ta tête. Et tu te retournes pour avoir en fait le policier qui est en train de parler à la femme se le prendre en pleine face et s'enflammer aussitôt. Oh. Il gigote dans tous les sens en hurlant. Tu vois qu'un de ses collègues derrière lui lève son arme et se met à tirer dans la foule de panique. Tu vois que son visage est tordu, genre arrêtez! Foutez-nous la paix! T'as 3 tirs qui partent, t'as une balle qui file au-dessus de ta tête, t'as une partie des gens qui commencent à partir en hurlant et en paniquant. T'en as une autre partie qui commence à foncer vers les policiers. Dans la confusion, tu te prends une main en pleine face en fait. Tu tombes à terre, t'as le temps de voir une mêlée de gens qui s'abattent sur les flics. Tu vois d'autres gens qui sont en train de défoncer la voiture à coups de pied. T'as d'autres cocktails Molotov qui volent un peu partout. T'es complètement désorienté, t'es assailli par un déluge de couleurs et de sensations qui t'empêchent de réagir. Et à un moment, en fait, tu sens une main qui t'attrape le poignet et qui te relève. Dans d'autres circonstances, elle aurait su réagir, mais là, Mallory est en détresse. Donc elle se laisse soulever par cette main qui la remet debout. Est-ce que je reconnais la personne qui me... La personne qui t'a relevé, c'est un homme qui doit avoir la soixantaine, t'aurais du mal à dire. Tu devines que c'est un sans-abri parce qu'il est habillé de vêtements un peu locteux. Il a de longs cheveux blancs qui sont cachés sous un bonnet plutôt sombre. Pareil, une barbe blanche. Il a un visage qui est très calme et très posé par rapport au chaos qu'il y a autour de toi. Tu vois le flic qui est en train de brûler, qui est en train de rouler au sol en hurlant. T'as des gens qui se frappent de partout, t'entends des sirènes arriver un petit peu plus loin. Et t'as donc cet homme très sereinement, t'as pris par le poignet, t'as aidé à te relever, et qui t'entraîne en fait un peu plus loin en passant au milieu du chaos ambiant. Il te dit est-ce que vous allez bien, madame? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous êtes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, madame, on va se mettre à l'abri. C'est pas prudent de rester ici et on parlera tout à l'heure, d'accord? Mais vous êtes qui? Je m'appelle Isaiah. Et vous, madame, c'est quoi votre prénom? Mallory. Il faut qu'on les aide, la dame elle est en feu, il faut qu'on les aide. Il te prend par les épaules et il dit Mallory, c'est trop dangereux. On peut pas rester ici. On peut pas les aider, Mallory. Là, il faut qu'on s'aide nous. D'accord? De toute façon, elle a pas trop le choix. Hein.
Parce que là, de toute façon, son corps ne fait rien, elle, hein, donc... Donc dans le chaos, t'arrives pas à discerner quoi que ce soit. En fait, t'as 3 hommes qui frappent quelqu'un à terre quelque part, qui supplient qu'on l'épargne, corps en flammes qui se roulent au sol, t'entends des hurlements de souffrance, des appels à l'aide, t'as des sirènes qui arrivent. Et ce vieil homme, du coup, qui au final se contente de te précéder, qui t'emmène un petit peu à l'écart. Je vous propose qu'on s'installe à un endroit où on sera vraiment au calme, comme ça vous pouvez vous reposer, on attendra que tout ça se détende, d'accord? Tu le suis un petit peu comme dans une espèce de rêve éveillé. Il emprunte un dédale de ruelles, et de très loin t'entends plus que les rumeurs du chaos ambiant. Tu te retrouves un peu dans une forme de sérénité où petit à petit tu quittes l'atmosphère oppressante. Et il y a toujours la pluie qui tombe mais qui semble commencer à se calmer. Et en fait, en le suivant, donc Isaiah, ce vieil homme qui vient de t'aider, tu débarques en fait près d'une berge de la Seine en fait. Mais dans un coin plutôt industriel que tu n'arriverais pas forcément à reconnaître, tu ne saurais même pas par où t'es passé exactement parce que il t'a fait passer un petit peu vraiment par une espèce de labyrinthe de rue. Il descend une petite pente qui le fait arriver donc sur des berges, il y a de l'herbe un petit peu trempée par la pluie devant toi avec l'eau de la Seine. Il y a un pont un petit peu plus loin vers lequel il s'avance sans hésitation. Quand il y arrive, tu vois qu'en fait il y a une échelle sur laquelle il y a plein d'ampoules allumées qui mène vers un petit abri qui est situé sous le pont. Il prend l'échelle et il commence à monter sans hésitation. Tu le suis? Je le suis, mais je reste... Laurie a une peur assez incontrôlable de l'inconnu, donc elle le suit, mais vraiment, elle est BA, en fait. Elle est... C'est pas comme si elle contrôlait réellement le fait qu'elle le suive, tu vois. Donc elle le suit assez machinalement, en restant quand même, je dirais pas suspicieuse, mais distante, en fait, parce qu'elle ne sait pas qui il est. Il la force pas physiquement à la suivre, tu vois, à le suivre, mais elle le fait machinalement sans réfléchir, parce que complètement déroutée par la situation, parce que complètement sous pression et sous trauma hein, de ce qui vient de se passer, mais elle reste attentive à qui il est, parce qu'elle ne le connaît pas, donc elle ne lui fait pas confiance pour l'instant. Je voudrais savoir si, à ce stade, Mallory, elle a un avis sur ce qu'elle vient de voir, ou si elle est trop dans le flot des choses pour avoir un avis construit sur la situation. Alors je pense que d'une certaine manière, ça ne l'a pas spécialement choquée parce qu'en fait, en tant que force de l'ordre, c'est assez courant que les personnes se rebellent et se démènent de ce genre de situation. Elle sait aussi que dans la police, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, qu'il y a énormément d'arrestations qui sont complètement illégitimes et qui ne sont basées sur rien. Et elle sait que dans ces cas-là, effectivement, ça attise énormément les foules et ça peut devenir très violent. Et elle sait aussi que Paris est dans un contexte où la population est très tendue, parce que énormément d'arrestations et souvent pour pas grand-chose. Donc ça la choque pas plus que ça, elle l'avait déjà vu, elle l'avait déjà beaucoup entendu. Elle l'avait jamais vécu comme ça. Elle sait que c'est monnaie courante, mais là, elle sait que c'était très, très, très hardcore. Le vieil homme, du coup, t'a précédé en fait le long de l'échelle et tu le suis. Et quand tu le fais, tu rentres dans donc cet abri qui est situé sous le pont. Tu entends tout de suite le son d'un véhicule qui passe, certainement un camion de marchandises ou quelque chose. L'endroit est constellé de lampes et d'ampoules qui sont accrochées un petit peu partout et qui éclairent vraiment la pièce d'une lumière orangée et chaleureuse en fait. T'as vraiment une sensation de petit havre de paix. T'as des petites fenêtres crasseuses qui donnent une petite vue sur la Seine. Et t'as même un mur entier qui est dédié à une bibliothèque qui est emplie de livres. Dans un coin, t'as un bureau sur lequel sont entassés des papiers et des carnets. Et tu remarques qu'au-dessus de ce bureau, sur le mur, il y a plein de crucifix et d'icônes religieuses. Et il fait plutôt chaud à l'intérieur. Tu vois qu'il y a un petit chauffage à gaz qui du coup diffuse la chaleur dans toute la pièce. Il y a un petit matelas encombré de coussins qui est posé à même le sol dans un coin. Une table de fortune qui est faite d'une bobine de bois. Et il y a quelques caisses en acier qui font office de chaises autour. Et sans même te prêter vraiment attention, tu vois que Isaiah, du coup, est au niveau du réchaud à gaz. Il est en train de récupérer une théière qui est en train de siffler, comme si elle vous attendait en fait. Donc il récupère cette théière, verse le thé dans une tasse en acier cabossée. Il se rapproche de toi et il te l'attend. Vous avez eu la chance que j'ai été là, madame. Prenez le temps de vous réchauffer. Ça la fait rire qu'on lui dise ça. Prenez le temps de vous réchauffer. Parce que Mallory est une personne qui a constamment froid. Pas parce qu'elle est frileuse, mais parce qu'elle est gelée de l'intérieur depuis son accident. Vraiment physiquement, elle est devenue
glacée. Et elle peut pas s'empêcher de penser que depuis son accident, c'est comme si son corps était mort et que son esprit n'avait plus place dans son corps. Ça l'a fait gentiment tilter, genre, ça va pas trop être possible, quoi. Elle marmonne un peu dans sa barbe, tu vois. C'est du genre, ouais, je peux toujours essayer, quoi. Isaiah te fait un grand sourire. Il s'assied sur des caisses en métal qui tirent sous lui près de la table. Il te fait signe de t'installer aussi. Vous pouvez attendre la fin de la verse ici, si ça ne vous dérange pas de partager une tasse de thé avec moi, bien sûr. Je ne pense pas qu'elle s'assoie. Elle reste un peu sur ses gardes parce que c'est sa nature. Je pense qu'elle prévient Emma que du coup elle va avoir du retard. Est-ce qu'elle peut pas regarder autour d'elle, voir s'il a pas un parapluie? Effectivement, au milieu d'une espèce de capharnaüm d'objets qui sont empilés en tas dans une pièce, tu vois qu'il y a un parapluie qui est posé là, dont tu dois se servir occasionnellement. Pendant que tu es en train de regarder tout ça, tu l'entends te dire j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir ramené jusqu'ici. Je me suis permis de vous aider et vous avez l'air en détresse. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'une présence amie. Il te regarde fixement en disant ça avec sa tasse à la main. Ça l'étonne d'entendre quelqu'un lui dire ça avec autant de bienveillance, d'amicalité naturelle. Ça n'enlève pas sa méfiance. Au contraire, ça l'intrigue. Donc elle lui demande ça vous arrive souvent de ramener des gens comme ça chez vous juste parce que vous détectez ce que vous considérez comme de la détresse? Nous sommes tous des passagers dans cette vie qui sommes parfois soumis à des turbulences et quand je peux aider mon prochain, je le fais sans hésitation. D'ordinaire, je préfère la discrétion à l'attention du monde qui m'entoure, mais quand je ressens le besoin de quelqu'un, d'assistance, je n'hésite pas à offrir une main amie. Vous faites ça par foi? Vous êtes chrétien? Oh, il jette un œil aux icônes religieuses derrière lui, un peu partout. Je ne sais pas si je peux me considérer comme chrétien, mais croyant certainement. J'ai été élevé dans une foi assez rigoureuse. Je ne me permets pas de donner un nom au dogme que je peux suivre. Dans mon code moral, il est important d'aider ceux qui sont dans le besoin. Si je peux vous offrir un moment de quiétude au milieu de toute cette agitation et de tout le chaos qui règne en ville actuellement, je le fais sans problème. Elle est étonnée de voir qu'il y a des gens qui font ça, qu'elle a jamais rencontré de gens qui juste disent « Bienvenue chez moi, venez vous réchauffer auprès du feu ». Parce qu'elle a quand même grandi dans un milieu noir, sombre, et il n'y a que très peu d'êtres humains qui l'ont confortée dans l'idée que oui, l'être humain pouvait être bon. Donc ça n'a pas forcément suffi pour la convaincre que la majorité pouvait l'être. Mais je pense qu'elle reste un peu silencieuse face à ça parce que ça reste un homme de foi, quelle que soit sa foi. Pour elle, ça veut pas dire grand-chose, donc le mec, il l'a accueilli, bon, d'accord. Elle veut bien boire son thé, pourquoi pas. Elle accepte gentiment son aide, là, maintenant, tout de suite. Elle boit sa tasse de thé, et, elle entreprend rien d'autre. Et vous-même, êtes-vous croyante, Mallory ? Oula, non, pas du tout. Il n'y a pas de mal. Je ne me permets pas de vous juger outre mesure et je comprends très bien qu'en ces temps difficiles, des notions comme la foi ou la croyance en une puissance supérieure puissent être vues comme désuètes. Oui, vous dites bien. Je sens en vous une profonde combativité. Ah, c'est une observation. Mon père me disait souvent que j'étais quelqu'un de très observateur. Si ce n'est pas trop indiscret, puisque nous attendons que la pluie finisse de tomber, quel est votre métier ? Je pense qu'elle hésite à un moment. Là, on vient de se sauver de flics qui ont commencé à tirer dans le tas. Je vais peut-être pas lui dire que je suis flic. Il attend ta réponse tranquillement, en sirotant son thé, il jette un œil à l'extérieur de temps en temps. Il accepte les silences en fait que tu laisses dans la conversation, si tu lui réponds pas tout de suite, il est plutôt serein. Que j'imagine que Mallory prend le temps de lui répondre et d'observer ce qu'il y a autour d'elle aussi. Donc... Qu'elle lui répond, aussi absurde que ça puisse vous paraître. J'étais flic. Vraiment. Ouais, je sais, ça donne pas l'air vu comment j'ai réagi. Au trait de la forme de combativité que je sens en vous, je me doutais que nous partagions peut-être des origines communes. Vous êtes flic aussi? Non, pas flic. J'ai été soldat. Tu sens qu'au moment où il dit ça, il y a une profonde mélancolie en fait qui s'abat sur lui. Ça le plonge dans des souvenirs assez profonds. Il te regarde, mais t'as l'impression qu'il regarde au-dessus de toi, et puis son regard il se perd un petit peu dans la contemplation. Voilà. Soldats et policiers ne sont pas forcément les mêmes métiers, mais nous traversons des conflits et des moments de crise tout autant. C'est vrai. Et finalement, pour vous comme pour moi, le combat font partie intégrante de nos vies. J'imagine que ce que vous avez vu à l'extérieur présentement, ce n'est pas le type de combat que vous
désiriez. En soi, on a fait tous les deux des métiers où on évite les combats. On cherche à les anéantir. C'est le guerrier dans un jardin en temps de paix. Mais j'ai bien l'impression que les jours de paix sont en train de s'éteindre peu à peu. Est-ce qu'on en a déjà eu? Il fut un temps où j'ai été un guerrier dans un jardin en paix. Et puis la guerre a éclaté et cette période est passée. Vous avez fait quelle guerre? Oh, je préférerais ne pas rentrer dans les détails. C'était il y a bien longtemps, dans un pays très lointain, et les souvenirs sont confus, douloureux. Ma mémoire s'égare depuis le temps que je parcours les rues de Paris seul. Ça a été terrible. Et quand je vois ce qui se passe dans les rues, je me souviens des temps qui ont précédé la guerre, quand tout menaçait d'éclater à n'importe quel instant. Où tout le monde vivait dans la peur. Parce que c'est ce que j'ai vu en fait sur cette place il y a quelques minutes, c'est la peur. Le monde a malheureusement besoin de soldats dans les moments où les guerres éclatent. J'espère ne pas revoir de guerre de mon vivant. J'espère aussi. Je vous le souhaite, Mallory, je vous le souhaite. Mais assez parlé de mon passé. Vous vous rendiez quelque part, vous dites que vous aviez été policière, mais... Oui, j'allais rejoindre quelqu'un de très important. Faudrait vraiment pas que je le tarde, je voudrais pas l'inquiéter. Je n'ai fait que vous accueillir le temps que la tempête se calme. Et regarde aux alentours et il fait signe. D'ailleurs, je crois que la pluie s'arrête petit à petit. Effectivement, tu entends que le son de la pluie battante dehors est en train de se calmer petit à petit pour se transformer en une petite pluie fine qui paraît un petit peu plus supportable. Les nuages se sont un petit peu éclaircis, tu vois que la lumière rentre un peu plus à l'intérieur de l'abri. Si je puis me permettre, vous me faites beaucoup penser à quelqu'un. À qui? Excusez mon émotion, c'est difficile d'en parler, mais les souvenirs sont venus. C'était une personne que j'aimais beaucoup. C'était une combattante comme moi, et quand la guerre a éclaté, je l'ai perdue. Je ne sais pas, quelque chose en vous me fait penser à elle. C'est peut-être pour cela que je me suis permis de vous aider. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu trop sentimental. Je veux pas vous retenir plus longtemps si vous avez besoin de partir. Vous avez un téléphone? Non, pas vraiment, mais si vous avez besoin de me trouver, vous pouvez me chercher ici. Je ne suis pas difficile à trouver. Je me balade toujours dans Paris, mais ceux qui me cherchent me trouvent. Est-ce que je peux me permettre de vous donner mon numéro de téléphone? Et si jamais vous êtes en détresse ou si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Je serai peut-être pas en mesure de vous aider, mais je pourrais peut-être vous aider à trouver le service dédié. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. J'apprécie, Mallory. N'hésitez pas à me laisser votre numéro, et il y a une vieille cabine téléphonique un petit peu plus loin. Je pourrais l'entendre d'ici si jamais vous voulez me contacter, que si vous voulez juste discuter, ou si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter quand vous le désirez. Vous de même, Isaiah. Une fois que vous avez changé vos numéros, il te fait signe d'emprunter l'échelle par laquelle tu es arrivé. Une fois que tu arrives en bas de l'échelle, il te fait signe d'attendre un instant. Juste à côté, tu l'avais pas vu en arrivant, il y a un caddie qui est rempli de breloques en tout genre, un petit peu comme les icônes religieuses qu'il a chez lui. Il y a 2 armatures en métal, 2 tiges en métal qui sont accrochées à ce caddie, desquelles pendent plein de médailles religieuses. Tu vois même qu'il y a une Bible accrochée à une chaîne. Il fouille un petit peu parmi les médailles, puis il en retire une et il te l'attend. Considérez ça comme un cadeau. C'est une médaille qui représente qui? Tu lis le nom Sainte Rita sur la médaille. Il t'indique en fait rapidement des directions pour que tu puisses rejoindre le centre-ville sans trop de problèmes. Tu comprends assez vite où tu es et comment tu peux retrouver ton chemin. Il prend son caddie et il s'apprête à partir dans la direction opposée à la tienne. Je commence à m'avancer pour partir. Je me retourne et il est déjà un peu loin, il est déjà en train de partir. Je cours vers lui et je lui dis, si jamais vous voyez une figure squelettique qui n'est pas un homme, mais qui s'apparente à quelque chose d'humain, souvent habillé en sombre, mais qui pourrait vraiment s'apparenter à un squelette, est-ce que vous pourrez m'appeler? C'est très important. Je sais que du coup, vous faites beaucoup de tours en ville et que vous explorez beaucoup de choses, et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Si jamais vous voyez cette chose, ne l'approchez pas, et appelez-moi tout de suite. C'est très important. Il prend ta main, qui prend entre ses 2 mains, et il te dit, Mallory, depuis toujours des présences maléfiques errent dans les rues de Paris. Je sens qu'en vous il y a une profonde détresse, une profonde volonté de vous battre aussi. Je vous aiderai
Soyez prudente. Vous aussi, Isaiah. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il lâche ta main, il te fait un signe de tête, puis il prend son caddie, et tu entends ces petites roues grinçantes partir vers le lointain. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue, écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Ilienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris. Dans le rôle de Mallory Baron, Sully, avec Jericho en maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.